de pouvoir être ici ce soir avec vous, de retrouver plein de visages que je connais et d'en découvrir d'autres que je ne connais pas, et d'essayer de, comme j'aime le faire, d'essayer d'accompagner la réflexion qui est la vôtre, qui est la nôtre, dans des moments où il nous faut sans arrêt essayer de nous adapter, essayer de nous renouveler, essayer de préserver ce bel idéal des soins palliatifs que nous partageons, mais qui est amené à se reconfigurer de manière régulière. Tant mieux, ça veut dire qu'il est dynamique. Dès lors qu'on est sur un paysage qui doit s'autoriser à évoluer, eh bien, ça veut dire que nous sommes vivants, que nos associations sont vivantes. Et pourtant, elles sont soumises à des tensions qui sont parfois très violentes. Donc le propos que je vais essayer de partager avec vous ce soir, c'est un propos pour réfléchir à la place des bénévoles dans le contexte contemporain, actuel, très actuel, et peut-être sur les années qui se tiennent devant nous, dont on sait qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait pas à quoi elles vont vraiment ressembler. Voilà. Alors quand même, nous souvenir, au départ, je vais essayer de traiter ça un peu en 3 temps, mais c'est important toujours de repartir de l'histoire que vous connaissez aussi bien que moi, mais c'est toujours intéressant de cela redire un petit peu quand même. Ne pas oublier que l'accompagnement de la souffrance, que l'accompagnement de la maladie, que l'accompagnement de la fin de vie a toujours, historiquement, été l'affaire de chacun, c'est-à-dire l'affaire des familles, l'affaire des individus, et on dirait, avec un langage moderne, l'affaire de la société civile. Ça n'est que depuis un petit siècle à peu près que progressivement la santé est devenue une affaire tellement sérieuse qu'elle a été confiée aux médecins. On pourrait oser paraphraser Clémenceau qui disait que la guerre était trop sérieuse pour être confiée aux militaires, mais vous voyez qu'on a assisté à un mouvement où petit à petit la santé a été confiée aux médecins. Et donc dans les années 80, puisqu'on a fait référence à René Scherrer et qu'on sait tous ce qu'on lui doit, eh bien, il y a eu ce mouvement porté par des médecins, mais en même temps porté à travers des associations, de dire attention, attention, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, la société civile, à travers le mouvement des soins palliatifs, reprend une certaine maîtrise, non pas de l'ensemble de la santé, mais de ces moments critiques, tout en rappelant l'importance de penser la personne dans sa globalité, et pas simplement dans ses organes qui pourraient être dysfonctionnels. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez et qui est assez bien documentée. Il y a quelque chose que peut-être vous avez oublié, c'est qu'en 1986, il y a eu la fameuse circulaire Laroque qui fonde les associations et le développement des soins palliatifs tels que nous le connaissons aujourd'hui. Mais le libellé de la circulaire Laroque est intéressant puisque à l'époque, on disait les soins d'accompagnement, parfois appelés soins palliatifs. Voilà comment elle est libellée, cette circulaire. Et ça veut dire qu'à l'époque, on considère que l'accompagnement prime, que l'accompagnement, c'est ça qu'on veut porter en avant. Voyez ? Et les soins palliatifs, c'est une expression un peu bizarre, inventée par un médecin canadien en 1974. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais petit à petit, elle trouve sa place. Et quand quelques années plus tard, en 1999, il y a la loi, que vous devez tous connaître par cœur, celle du 9 juin de 1999, alors il y a une inversion, puisque la loi dit que toute personne malade dont l'état le requiert a droit à des soins palliatifs qui sont définis comme étant les soins pluridisciplinaires, actifs, continus, en institution à domicile. Vous devez connaître cette définition par cœur. Visant à soulager les douleurs, les souffrances, préserver la dignité, soutenir l'entourage. Toute personne malade dont l'état le requiert a droit à des soins palliatifs et à un accompagnement, comme si l'accompagnement venait en plus des soins palliatifs, et l'accompagnement, lui, n'est pas défini. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas très bien le définir, c'est un mot tellement valise qu'on pense qu'il va de soi. Non, c'est justement, plus les mots sont valises, plus il faut prendre le temps de les définir. Et en tout cas, ça dit une chose, c'est que ça nous renvoie à nous, les acteurs des soins palliatifs, professionnels, mais aussi les bénévoles, l'obligation de définir ce qu'est l'accompagnement, de le préciser, de le qualifier. Et donc, ça nous montre aussi que la définition de l'accompagnement peut évoluer et qu'elle n'est pas figée dans un texte, puisqu'aucun texte ne la définit précisément. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement dynamique, ce qui fait peser sur nous une certaine forme de responsabilité. L'autre point que je veux soulever à ce stade-là, c'est que n'oubliez jamais que la loi de 99 ne parle jamais de fin de vie.
Elle parle de situation de personnes malades. Et donc on sait très bien qu'aujourd'hui, les soins palliatifs devraient être mis en place pour tout un tas de gens et pas simplement pour des gens en fin de vie, sauf que la société s'en accommode très bien. Dès lors qu'il y aurait des spécialistes de la fin de vie, ça exonérerait l'ensemble des autres de devoir s'emparer de ce sujet et de devoir s'y consacrer. Et donc il y a bien un poids social qui nous enferme, qui tend à enfermer les soins palliatifs dans la fin de vie. C'est confortable, alors même que nous sommes porteurs d'une idée qui déborde évidemment le champ de la fin de vie, qui déborde le champ de la médecine, qui est cette société civile qui veut prendre soin de l'être humain dans sa globalité. Donc déjà, il y a une petite tension entre le regard que la société porte sur nous et le regard que nous portons sur nous. J'ajouterais qu'à partir de 2002, 99, c'est aussi le moment où les soins palliatifs s'institutionnalisent, ça veut dire qu'il y a une reprise en main de la médecine des soins palliatifs, alors même que les soins palliatifs ont été créés pour éviter justement une trop grande prise en main de la médecine. Et donc les soins palliatifs sont aussi rattrapés par ce mouvement, et je ne veux pas faire le procès de la médecine, ce n'est pas mon propos, je l'aime trop pour ça, mais ce mouvement qui voudrait essayer de traiter la fin de vie sous l'angle d'une forme de compétence médicale. Ça rassure la société. Et donc on voit à partir de 2002 des lois qui se succèdent, qui deviennent de plus en plus techniques, et curieusement, à partir de 1999, les associations qui étaient les pionnières sur les soins palliatifs en viennent à occuper une place de moins en moins visible, de moins en moins importante, jusqu'à peut-être parfois être discutée, contestée, tolérée. Et on voit que nos associations commencent à avoir du mal à porter une image attractive, valorisante, à montrer toute la puissance qui les anime, parce que le système de santé publique s'est emparé de la question des soins palliatifs. Et non pas la société s'est emparée de la question de la souffrance, ce qui est tout à fait différent dans l'approche. Alors depuis, on peut dire qu'au départ, nos associations étaient les chefs d'orchestre du mouvement des soins palliatifs. On peut se poser la question si aujourd'hui, ils n'occupent pas une forme de strapontin. Vous voyez, c'est un peu brutal, je vais essayer de vous décoiffer. Mais il y a quelque chose dans l'idée, est-ce que nous ne sommes pas tolérés? Est-ce que nous ne sommes pas subalternes? Est-ce que nous ne sommes pas secondaires? On sait bien qu'il nous faut un peu nous battre pour que la question du bénévolat ne soit pas complètement oubliée dans ce sujet-là. Et puis vous rajoutez tout récemment la crise du Covid qui a montré que nous avions, au niveau de la société, encore tendance à considérer la dimension sanitaire avant de considérer la dimension humaine et la dimension sociale, et que les mesures de confinement, y compris des personnes âgées dans les EHPAD, étaient au départ bien intentionnées pour protéger leur santé physique, et on a pu mesurer à très grande échelle que la santé d'une personne ne se réduit pas à sa santé physique, puisqu'elle peut mourir de se sentir isolée, et exclue, et ainsi de suite. Donc la question que je voudrais poser là en quelques minutes, et puis on en discutera, donc je vais jeter des balises et puis vous vous en emparerez plus ou moins, c'est pas simplement quelle est la place des bénévoles aujourd'hui. Cette place, d'abord, elle ne nous est pas donnée, elle est à prendre, elle est à inventer. Et la question, c'est celle du rôle. Ce n'est pas simplement la question de notre place, c'est celle du rôle que nous entendons jouer. Est-ce que nous entendons jouer le même rôle aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 40 ans ? Est-ce que nous pensons que les soins palliatifs sont tellement gravés dans le marbre qu'il faudrait se battre pour préserver ce qu'ils ont été, connaissant la valeur de ce que ça représente, ou est-ce qu'il nous faut faire preuve d'audace, d'inventivité, d'incertitude aussi, et être force de proposition pour la société? Est-ce que nous allons être le pansement de la santé publique et en particulier des soins palliatifs, ou est-ce que nous allons être de nouveau moteurs dans la réflexion autour des soins palliatifs? Vous comprenez d'emblée vers quoi je penche, ça va de soi. Pour autant, le bénévolat souffre. La dernière enquête de France Bénévolat, qui date de 2022, il y a des enquêtes depuis 2010, montre qu'il y a une forte érosion du bénévolat, environ 15% de bénévoles en moins. Ça n'est pas dû qu'au Covid. L'érosion, elle est déjà attestée en 2016-2019. Érosion du bénévolat en milieu associatif aussi, puisqu'aujourd'hui, à peine, il y a une diminution de presque 20%, et érosion très forte qui nous préoccupe, nous, du bénévolat hebdomadaire. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui
veulent bien faire du bénévolat, même malgré cette érosion, mais ils ne veulent plus les mêmes contraintes que par le passé. Ils ne veulent plus avoir un bénévolat rythmé, régulier, à échéance, machin. Ils ne veulent plus forcément être dans une association. Ils veulent du bénévolat direct, informel, au moment où ça les arrange. Il y a donc, on voit, une forme de bouleversement qui est en train de se mettre à l'œuvre. Les gens qui véritablement insistent aujourd'hui pour faire du bénévolat, mais à leurs conditions, ce sont plutôt les gens jeunes. Il y a une forte augmentation du bénévolat chez les moins de 35 ans, mais ceux-là vont privilégier le bénévolat direct, sans passer par une association. Une forte augmentation du bénévolat chez les 35-49 ans, et une forte diminution du bénévolat chez les plus de 50 ans, puisqu'on est passé de 26% à 18% entre 2010 et 2022, et de 38% à 26% chez les plus de 65 ans. Donc, deux trajectoires qui s'inversent. Des bénévoles qui ont envie de faire du bénévolat, c'est plutôt des plus jeunes, et les plus anciens qui représentent de moins en moins en proportion de bénévoles. Sauf que nous, dans nos associations de soins palliatifs, on a du mal à attirer les jeunes. Et donc, on voit effectivement que les plus anciens, comme il est assez naturel, tendent à se désengager, et le Covid a accéléré ça. Mais il nous faut aujourd'hui trouver les moyens de renouveler. Sinon, je ne voudrais pas être très, très provocateur, mais est-ce que nous assistons, est-ce que là, nous sommes en train de créer le bénévolat de demain, ou est-ce que nous sommes en train de célébrer le bénévolat d'hier? Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas trop envie de plomber l'ambiance, vous le comprenez. Ce que je veux dire, c'est que l'aspiration au bénévolat aujourd'hui repose beaucoup plus sur le sentiment de son utilité que sur les grandes valeurs morales. Et la population ne voit pas forcément l'utilité d'aller accompagner des personnes en fin de vie parce que, ça n'a échappé à personne, il y a des tendances lourdes au niveau international pour prendre en main soi-même sa fin de vie, entendez, pour pouvoir procéder au suicide assisté ou à l'euthanasie quand ce sera le moment qu'on aura choisi. Donc, les valeurs morales que nous défendons, elles peinent de plus en plus à être comprises. Je vous prends un exemple. Depuis la légalisation de l'euthanasie au Canada en 2015, eh bien, ce pays qui était pionnier, qui était exemplaire en matière de soins palliatifs, ayant formé, puisqu'ils sont francophones, un grand nombre de professionnels de santé français qui ont été au Canada, Balfourmand a été le pionnier qui a porté ce mouvement. Eh bien aujourd'hui, les soins palliatifs au Canada sont en quasi-déconfiture parce que le regard social s'est complètement inversé. Et là où il passait avant pour des héros qui osent aller à la rencontre de ceux et celles qui souffrent, il passe maintenant, les mêmes qu'on adulait, passent maintenant pour des bourreaux qui voudraient à tout prix prolonger la vie artificiellement des gens au point qu'ils en viendraient à souffrir abusivement. Et donc, l'opinion publique est très versatile. Et nous ne pouvons pas nous arc-bouter sur nos valeurs morales en disant on tiendra vaille que vaille, parce qu'on risque de se retrouver dans une situation complexe. Vous voyez que, encore là, il y a quelques jours à peine, la Colombie, c'est loin la Bolivie, c'est loin de chez nous, mais a légalisé l'euthanasie. Ce n'est pas le sujet, mais je voudrais vous montrer que nous sommes obligés d'intégrer les évolutions sociales et sociétales pour pouvoir continuer à y déposer ce qui est notre ambition, c'est-à-dire cette culture de l'accompagnement. Alors, je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que nos associations, aujourd'hui, non seulement il me semble, je vais être critique, que les soins palliatifs ne sont plus portés par la même dynamique, qu'il y a une dynamique qui est beaucoup plus poussive. C'est assez normal, quand un mouvement naît, il a des gens qui sont extrêmement enthousiastes. Et donc, il a devant lui un boulevard, il a un terrain qui est relativement facile à conquérir. Une fois que les soins palliatifs se sont institutionnalisés, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de les faire évoluer. Et n'allons pas attendre de l'administration qu'elle fasse évoluer les soins palliatifs. C'est à nous de retrouver un souffle primordial presque, c'est-à-dire une énergie pour oser retrouver cet élan qui peut avoir des conséquences bénéfiques sur le reste de la société. Et donc, vous voyez que nous ne pouvons plus nous contenter de tenir ce rôle de strapontin. Il nous faut trouver les moyens de créer une dynamique qui ne soit pas simplement
celle qui consiste à dire comment est-ce qu'on va faire survivre nos associations. J'ai l'impression que j'ai déjà bien plombé l'ambiance. Okay. Alors, je vais essayer de vous la régénérer un petit peu, votre ambiance. Nous avons, moi je fais du bénévolat, j'ai fait du bénévolat pendant plus de 15 ans, je continue à être très engagé dans les associations de soins palliatifs, puisque je suis administrateur de l'ASP de Paris, qui vient de changer de nom depuis lundi dernier, qui s'appelle Être là, et je suis administrateur de l'UNASP, donc une des autres fédérations de soins palliatifs, qui va aussi changer de nom, qui va s'appeler Être là. Mais on a les mêmes problèmes que vous, que Jalmal, VUNASP, ASP, tout ça, c'est les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter, et on a perdu beaucoup de gens avec le Covid, mais pas que. C'est un peu comme la canicule de 2003. Ceux qui sont partis au moment du Covid, c'est ceux qui avaient déjà une forme de lassitude, d'usure, qui restaient un peu par habitude. Et en fait, le Covid les a juste précipités. Ça veut dire qu'on a manqué sans doute d'anticiper le renouvellement des générations de bénévoles. Et là, maintenant, on n'a plus le choix. Il va falloir le regarder de manière extrêmement radicale. En même temps, nos champs d'action ne cessent de s'agrandir. On a moins de bénévoles, mais il faudrait qu'on soit capable d'intervenir en EHPAD, à domicile, sur le champ du deuil. Il faudrait peut-être qu'on s'intéresse aussi aux aidants. Il faudrait qu'on aille peut-être vers les publics handicapés. Il faudrait qu'on soit capable de se former sur des pathologies spécifiques, type Alzheimer, type SLA. Il faudrait qu'on soit capable, pourquoi pas, d'aller voir aussi dans les prisons les migrants. Enfin, bref, on a l'impression que les besoins sont immenses. Donc il y a un boulevard qui s'ouvre pour nous, sauf qu'on n'a pas les ressources pour faire face à tout ça. Qu'est-ce qu'on risque de développer ? Eh bien, de la frustration. C'est-à-dire on aimerait bien répondre à tous ces besoins, mais on n'en a pas les moyens. On risque de s'épuiser parce qu'on va essayer quand même de compenser. Je vois partout des équipes de plus en plus petites, des équipes de 2, 3 bénévoles dans une association qui en compte 15. Simplement, l'association, elle est ancrée dans un territoire et donc, eh bien, il y a des poches de bénévoles. Parfois, je vois des équipes qui se réduisent à une personne. Sur un établissement, il y a un bénévole. Ça arrive. Je ne sais pas si ça concerne certaines de vos associations. Bref, on risque l'épuisement, on risque la dispersion de nos activités. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer dans ma besace ? Eh bien déjà, si on veut s'attaquer sérieusement à la question qu'on se pose depuis une vingtaine d'années, comment attirer les bénévoles jeunes et comment attirer les bénévoles en activité professionnelle ? Je pense qu'il va falloir quand même changer et entendre quelles sont les attentes de ces bénévoles. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre et on ne fait pas rentrer les gens de force dans nos boîtes à nous. Donc ça veut dire qu'il nous faut pouvoir revisiter nos cadres de pensée très stricts et qui sont très pertinents, qui ont montré leur efficacité d'un engagement hebdomadaire, de temps d'heures, 4 heures par semaine, d'une participation obligatoire à un groupe de parole, de formation très approfondie, et tout ça est très structuré. Sauf que l'époque, c'est finalement j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. Le smartphone est à l'image de ça. J'y reviendrai parce que ça peut être une piste. Comment changer nos associations pour que les agendas soient plus flexibles, pour que nous tenions compte de la disponibilité. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai dû arrêter le bénévolat. Pourquoi ? Parce que mon agenda professionnel ne me permettait plus d'intervenir un jour ou l'autre en semaine. J'ai essayé pendant 1 an, et puis ça posait un problème à l'équipe, parce que je ne pouvais pas intervenir tous les mardis soirs de manière systématique, ça ne collait pas. Et bien mon équipe a dit, on ne sait pas encore comment s'organiser, et pour ne pas les mettre en difficulté, j'ai préféré arrêter. Je ne pouvais pas garantir une régularité et surtout un temps systématique dans la semaine. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Vous voyez l'engouement pour le service civique. En ce moment, c'est un vrai succès, le service civique. Ils cherchent des choses qui ont du sens, qui leur permettent, alors on ne va pas les rémunérer, mais en tout cas de prouver qu'ils acquièrent des compétences. Est-ce que nous pouvons penser que le bénévolat en soins palliatifs est producteur de compétences ? Est-ce que nous pouvons identifier quelles sont ces compétences qu'ils oseront peut-être mettre sur leur CV, dont ils oseront peut-être parler dans des entretiens d'embauche, qui leur donnera envie de s'investir dans d'autres associations nourries de ces compétences ? Est-ce que nous pouvons penser qu'au-delà de l'écoute qui en soi est une compétence, au-delà de cette capacité d'accompagner qui fait notre marque de fabrique, il y a tellement d'autres choses que nous apprenons à faire dès lors qu'on oserait rentrer dans d'autres types d'activités aussi. Si on arrive à défendre l'idée que faire du bénévolat en soins palliatifs, c'est porteur de compétences, on devrait avoir un petit peu moins de mal à attirer les gens. Et comment faire en sorte que nos personnes, les bénévoles les plus anciens,
ne quittent pas les associations comme ça, mais puissent transmettre à des plus jeunes une partie de leur expérience. Les sociétés humaines se construisent sur la transmission de l'expérience. Je vois trop souvent, moi, des bénévoles qui cessent après 20 ans, 10 ans, 5 ans leur bénévolat, et on ne sait pas quoi faire de cette expérience qu'ils ont acquise. Ils partent avec. Et puis l'enthousiasme. Alors je sais bien qu'on est tous assez joyeux au fond de nous, mais on n'est pas perçu comme étant joyeux à l'extérieur. Donc comment est-ce qu'on peut renouveler aussi un peu ça pour, j'ai dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, pour donner envie. Voilà. Ça, je n'ai pas encore la réponse. Autre piste de réflexion, le monde a changé. Avant, vous aviez les activités caritatives qui étaient très vertueuses, et de l'autre côté, le monde du profit qui était pas tout à fait vertueux. Et donc les deux semblaient s'opposer, et le caritatif venait réparer les excès du monde du profit capitaliste ou que sais-je. Observez comme le monde de l'entreprise change, et aujourd'hui, la société attend des entreprises qu'elles soient vertueuses, qu'elles soient citoyennes, qu'elles aient une vraie responsabilité sociétale et pas de la tarte à la crème. On ne fait pas du RSE washing comme on ferait du greenwashing, ça ne marchera pas très longtemps. Des entreprises à mission qui se développent, et on voit que de plus en plus, le monde de l'entreprise est mis au service de la construction sociale et pas simplement au service de la recherche de profit. Par les temps qui courent, ça va peut-être changer, je ne suis pas devin parce qu'on nous annonce des temps difficiles, mais en tout cas, il y a depuis 5-6 ans une vraie lame de fond, et j'en parle parce que c'est aussi mon boulot de sociologue que de regarder ça. Les entreprises les moins vertueuses ont de plus en plus de mal à recruter des gens. Voilà. Et les jeunes en particulier, ils demandent d'abord, c'est quoi les vraies valeurs de votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Ils ne demandent pas, est-ce que j'ai une mutuelle? Enfin, ils le demandent aussi, mais est-ce que j'ai 5-7 semaines de vacances? Non, ils veulent s'engager sur des choses qui ont du sens. Donc ne sous-estimons pas que les jeunes ont une aspiration au sens. Nous, on en a une réserve énorme de sens. Comment ça se fait que ça ne matche pas? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler leur langue? Eh bien, il me semble que si on est dans cette idée que entreprendre avec l'auto-entreprise, l'ubérisation, tout le monde veut être son propre patron aujourd'hui, d'une certaine manière, eh bien, comment faire pivoter nos associations pour qu'elles donnent plus d'autonomie aux bénévoles, plus d'autonomie aux coordinateurs, plus d'autonomie aux équipes dans chaque établissement, qu'elles soient moins centralisées. Nous avons construit nos associations sur un modèle qui voulait donner des gages de rassurance à l'administration en disant, vous avez vu, on maîtrise bien le processus, avec nous, il n'y aura pas de danger. Sauf que du coup, on est rentré dans des tas de carcans, on est devenu assez figé, et on a perdu une grande part d'initiatives qui faisaient, il y a 40 ans, l'attrait des soins palliatifs, c'est-à-dire la capacité à pousser les murs, à inventer et à faire les choses parce qu'on sentait qu'elles étaient justes. Ben, l'époque actuelle, c'est moins l'époque pyramidale avec un chef, un sous-chef et que sais-je, que justement faire émerger l'initiative des gens qui sont sur le terrain. Est-ce que nous pouvons vraiment, après les avoir bien formés, faire confiance à nos bénévoles et leur laisser davantage d'autonomie? Je dis ça parce que je vois dans mon propre réseau pas mal d'associations qui ont peur que les bénévoles en fassent trop peu, trop pas bien. Et donc il y a ce réflexe qui consiste insidieusement à figer. Rappelons-nous ce qui nous a donné envie de faire des soins palliatifs. C'est l'idée qu'on sentait qu'il y avait des tas de choses qui allaient être faisables. Ce n'est pas l'idée qu'on se faisait qu'on allait bien rentrer dans le cadre de la loi Leonetti, qu'on allait bien suivre les recommandations de la HAS, qu'on allait bien être dans les clous et que surtout on n'allait déranger personne. Je crains qu'on en soit venu à ça, nous avons peur de déranger. Ben, si nous restons là-dedans, je pense que nous sommes morts. Je pense que notre responsabilité, c'est de déranger. Voilà. Donc l'autonomie, c'est la valeur du moment, mais à condition, autonomie, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux comme je veux. Ça veut dire que je démontre, par ma formation, la qualité de ma formation, par des méthodes, je démontre que je suis dans mon autonomie créateur de richesse et pas de bazar. Autre piste de réflexion qui n'échappera à personne, c'est la question du télétravail. Aujourd'hui, c'est des préconisations, toutes les entreprises sont en télétravail, l'administration aussi. Imaginez-vous un instant que le monde du bénévolat va échapper au télétravail ou au télébénévolat. Même le rapport de France Bénévolat 2022 montre l'engouement extrême aujourd'hui pour le visio. Alors vous allez me dire, non mais la relation d'accompagnement en visio, ça ne le fait pas. Ben si, ça le fait. Parce qu'on a pu montrer d'ailleurs que pendant le confinement, on était capable de créer des solutions relativement inventives.
Je subodore que beaucoup d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, ou plusieurs de vos bénévoles ont été s'inscrire sur la plateforme Mieux traverser le deuil qu'on a essayé de monter en catastrophe en mars 2020 pour répondre à des besoins, parce que les gens étant chez eux, les besoins étaient problématiques. Eh bien, on a maintenant une expérience qui montre que ça fonctionne. On peut accompagner les gens en deuil même par chat. Ah tiens, on n'aurait jamais imaginé ça il y a 3 ans. Donc pourrait-on imaginer accompagner les gens en fin de vie en visio, en distanciel, en chat ou en audio, qu'importe. Mais en tout cas, changer, introduire dans nos accompagnements quelque chose de cet ordre-là. Imagine-t-on que nos associations vont se tenir complètement à l'écart de l'évolution de la société ? J'en doute. Alors je pense que c'est difficile de commencer une relation en visio, mais entretenir une relation en visio, pourquoi pas ? Et comme nos associations ont un problème structurel, c'est que tous les étés, il y en a 30% qui partent en vacances, et donc on a une pénurie de bénévoles, sauf que les gens dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, ils sont bien là, eux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la visio pourrait aussi permettre d'avoir des petits contacts ? Du coup, ce n'est pas un bénévolat de 4 heures, c'est peut-être un bénévolat de 10 minutes, par-ci, par-là. Et vous voyez, comme tout ça est à repenser en termes d'organisation, si nous considérons qu'il nous faut, en plus on peut être un peu un laboratoire, qui expérimente comment le distanciel peut être mis au service de la relation intime. Et je vous assure que ça marche, parce que moi, je ne veux pas me balancer la couverture, mais je fais des formations sur des sujets, beaucoup d'entre vous le savent, sur la question de la souffrance spirituelle. On arrive à faire ça en visio. Formation sur la souffrance spirituelle, qui a des choses vraiment très personnelles, on arrive à le faire en visio. Il nous faut donc juste apprendre à utiliser l'outil, dès lors qu'on sait pourquoi on veut utiliser cet outil. Dès lors qu'on a un cahier des charges qui est suffisamment précis. En plus, la visio, c'est pas mal parce que ça peut aussi permettre de faire des rapides accompagnements de gens qui sont à 60 km dans un coin perdu de la campagne et qui peuvent se trouver exclus de fait, ou même soulager les bénévoles en leur évitant de faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Ça marche aussi pas mal. Alors j'ai déjà pris beaucoup de temps, pardonnez-moi, je vais donc terminer, mais vous voyez qu'on peut aussi montrer que le bénévolat est non seulement moderne, mais moteur, promoteur, inventif. Mais personne n'ira explorer ça si nous n'osons pas le faire. Donc un peu d'audace, j'ai envie de dire. En conclusion, il me semble que notre impératif, c'est de rester des pionniers. Voilà. Il y a des pionniers, on les connaît, on les a applaudis, et on continuera de les applaudir, on sait ce qu'on leur doit, mais rappelez-vous, la conquête de l'Ouest, les pionniers ne sont pas les pèlerins du Mayflower, ou pas que. Les pionniers, c'est tous ceux qui ont succédé aux pèlerins du Mayflower, qui ont été jusqu'à l'océan Pacifique. C'est-à-dire, les pionniers, c'est des générations de gens qui se passent le relais. Donc, quel flambeau osons-nous relever aujourd'hui ? Quel défi osons-nous relever ? Quel changement de cadre osons-nous explorer ? Je pense que nous aurions tort de penser que la dette que nous avons vis-à-vis des pionniers, c'est de rester les gardiens du temple. Je pense que la dette que nous avons, c'est de continuer à être inventifs, d'être audacieux, en phase avec notre époque et pas simplement avec notre passé, prendre des risques. On s'est construit parce qu'on n'avait pas peur de la mort, à l'époque où déjà on parlait du tabou de la mort, c'est une vieille expression de 1955 déjà, donc c'est pas d'hier. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on ait d'autres tabous, et notamment le tabou de ce qui nous contiendrait, de ce qui nous dissuaderait d'être inventifs, qui seraient des textes fondateurs, qui seraient une idée, qui aurait valeur d'absolu et qui serait intangible. Non, je crois que les soins palliatifs se doivent d'être dynamiques, en phase avec leur époque, vous l'avez bien compris, privilégier l'autonomie des gens, privilégier les médias, les voix du moment. Et je termine sur ce point, continuer la formation qui est essentielle, mais je crains que nous ayons basculé dans des formations qui sont devenues un peu trop techniques et qui sont peut-être de l'ordre de... Est-ce qu'on a besoin à ce point d'être super spécialiste de la loi Claes-Leonetti ? Je ne suis pas convaincu que ce soit avec ça qu'on attire les nouveaux bénévoles. Si en revanche on leur montre les valeurs que nous essayons encore et encore de porter avec une dimension inlassable, si on leur donne de l'intelligence à mastiquer, voyez, alors là il y a des chances qui viennent. Donc je ne dis pas qu'il faut arrêter les formations un peu techniques sur la maladie d'Alzheimer, sur le deuil, sur la loi Leonetti, vous trouverez tout un tas de choses. Mais en même temps, il nous faut bien
toucher les esprits, voilà, et pas simplement sécuriser le bénévolat. Voilà, peut-être que je vais trop loin, hein. Vous allez peut-être réagir de manière vive, et tant mieux, on aura l'occasion de discuter du coup. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si on peut rester alerte, c'est-à-dire les témoins de notre époque, capables d'alerter. Une fois, j'ai eu une expression dans un congrès de la SFAP, je parlais d'être des vigiles lents. Oui, on va peut-être devoir être un petit peu des vigiles rapides, parce que les choses bougent vite, malgré tout. Et en tout cas, être promoteur, brasser les idées et ne pas se laisser enfermer dans un certain nombre de cadres qui pourraient devenir un peu trop étroits. Voilà, je vous remercie. Pardon d'avoir été un peu trop long. Donc on remercie Tanguy Châtel pour sa belle présentation. Et maintenant, du coup, on enchaîne avec le médecin docteur... Bonsoir. Docteur. Donc voilà, je suis le docteur Herbeau, médecin de soins palliatifs et en équipe mobile. Merci déjà à Jeanne Mave de m'avoir convié pour représenter le corps médical. J'ai pas la qualité de Tanguy Châtel, moi j'ai besoin de mes notes, donc j'ai besoin de me poser. Donc voilà. Donc on m'a demandé un petit peu sur la place d'accompagnement bénévole, mon point de vue de professionnel de santé. Je vais articuler du coup mon propos en 3 points. Donc effectivement, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin de soins palliatifs, mais je vais aborder quand même la dimension de mon positionnement en tant que citoyen, et comment je vois cet apport des bénévoles d'accompagnement. J'évoquerai dans une deuxième partie plus l'évolution de la perception et des attentes vis-à-vis des bénévoles de la part des professionnels de santé que je suis censé représenter, en sachant que un médecin de soins palliatifs n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des médecins ou des professionnels de santé dans d'autres services. Et puis je conclurai un petit peu sur l'évolution de l'engagement des bénévoles, un peu en relais de ce que Tanguy évoquait, et comment je peux voir un peu les choses évoluer là avec peut-être une deuxième ou une troisième casquette après le citoyen et le professionnel de santé, mais la casquette aussi d'ancien président d'ASP, d'une ASP sur l'île. Donc, et avec déjà, il y a 7 ans, des problématiques de recrutement qui sont pas nouvelles. Voilà. Alors, pour commencer en introduction, je voulais quand même repositionner votre place qui est très particulière dans le système de l'organisation française du bénévolat, c'est-à-dire que par rapport à d'autres associations, vous avez quand même, et à d'autres bénévolats, vous avez quand même une place très particulière. Déjà, les soins palliatifs, ils se sont développés, comme l'a dit Tanguy, à partir de professionnels, et surtout au départ grâce à des bénévoles. Donc, ce qui est actuellement le mouvement des soins palliatifs, on le doit beaucoup à ce mouvement des bénévoles. Ça, c'est une première chose. L'autre point également qui fait la particularité de votre bénévolat, c'est que, je ne pense pas dire de bêtises, mais c'est le seul bénévolat qui est reconnu par la loi. C'est-à-dire qu'il y a dans les textes de loi autour de l'organisation des soins palliatifs, clairement, la place des associations elle est bien notifiée. Une unité de soins palliatifs, par exemple, dans ses critères de fonctionnement, on va dire, doit accueillir des bénévoles d'accompagnement. Donc voilà, ce n'est pas dans d'autres domaines que ça existe. Donc, et puis le dernier point, je dirais quand même que là aussi, il y a une société savante, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, comme il y a la Société savante de gériatrie, de réanimation, qui a quand même eu la volonté de ne pas en faire qu'une spécialité de médecin, là encore. Et dans cette société, il y a un collège des associations, il y a un collège de différentes professions également, pour bien mettre en avant cette place des autres professions qui interviennent autour de la fin de vie et du bénévolat. Voilà. Alors, en tant que médecin et professionnel de soins palliatifs, comment je pourrais définir pour moi comment je vois un bénévole d'accompagnement? Donc, différents points. Le premier, c'est celui pour moi qui permet l'expression d'une certaine liberté du malade. Donc,
D'emblée, vous arrivez dans une chambre, à l'hôpital, en EHPAD, le patient, il est libre d'accepter ou de refuser votre présence. Avec nous, les professionnels de santé, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Il le fait parfois, hein, mais on va dire qu'on n'est pas dans une relation d'égalité. Il y a les dents, il y a les dés, et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour un patient de se positionner et dire au médecin, j'ai pas envie de vous voir aujourd'hui. Vous, il a cette liberté-là, qui peut être difficile à entendre. Hein, je pense que quand on commence son bénévolat et de se faire remercier, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir permettre ça aux patients. Voilà. Et puis nous, le patient, quelque part, il est toujours dans l'attente de quelque chose. Voilà, il n'attend pas une chose particulière de la part d'un bénévole. La famille, les proches, c'est finalement aussi le même problème. C'est-à-dire que le patient, il ne va pas oser pouvoir s'exprimer, ou le résident, parce qu'il ne va pas vouloir blesser ses proches. Il ne va pas pouvoir être aussi un lieu d'évasion dans ses propos, parce qu'il sait très bien que d'un côté, les professionnels de santé savent parfaitement ce qu'il a comme problème de santé, et puis la famille, c'est la même chose. Et vous, finalement, il peut vous raconter ce qu'il a envie. Quand je travaillais en unité de soins palliatifs, régulièrement, les bénévoles, ils nous disaient il nous a dit qu'il était là pour une fracture, ou il nous a dit qu'il était là pour un problème d'infection, alors que le problème n'était pas du tout celui-là. Mais voilà, vous étiez finalement les seules personnes avec qui il y avait cette liberté de pouvoir exprimer tout ça, comme il peut également exprimer ses peurs et ses angoisses. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, vous permettez l'expression d'une certaine liberté du malade. L'autre deuxième point, je dirais, c'est celui qui a du temps et qui peut donc partager l'instant du malade. Vous arrivez sans objectif, sans projet précis en allant le voir. Contrairement à nous, on a toujours une idée derrière la tête, il y a une prise de sang, on doit l'examiner, c'est le tour du matin. C'est jamais très spontané notre entrée en chambre. C'est quelquefois le cas, mais c'est vraiment pas la majorité des situations. Et finalement, votre principale qualité, c'est avec votre savoir-être, et pas nous, ce qu'on met en avant, notre savoir-faire, vous allez pouvoir apporter une compétence et une écoute vraiment spécifiques. Voilà. Et puis, être aussi disponible au patient à l'instant où il est. C'est-à-dire, ça je pense que vous l'apprenez beaucoup dans votre formation, c'est être ni avant, ni après, être au moment où le patient, où il en est dans son vécu de sa vie et de sa maladie. Voilà. Troisième point, vous êtes aussi le représentant de la société à l'hôpital, et quelque part un témoin de la solidarité de la société vis-à-vis de la personne fragilisée. Je parle d'hôpital, mais je dirais que c'est la même chose en EHPAD, quelque part. Voilà. Donc actuellement, les patients, ils décèdent majoritairement à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes en EHPAD. Les évolutions sociétales font que les familles sont de plus en plus éclatées. Il y a les divorces, il y a les disputes, il y a plein de choses. Et finalement, vous permettez de témoigner que la vie à l'extérieur, les gens à l'extérieur continuent à prendre soin et à avoir de l'intérêt pour ces personnes en situation de fragilité. Donc voilà, ça c'était un autre point. Un autre point, je vais peut-être avoir plus de mal à expliciter ce que je veux dire, c'est vous rappelez, le bénévole, c'est celui qui rappelle au professionnel de santé qui il est. Donc, en général, quand il commence à avoir des bénévoles dans un service, au départ, il y a une certaine méfiance. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Ils viennent voir pour me juger, ils viennent pour espionner un petit peu ce que je fais. Donc, c'est quelquefois pas évident au départ. Dans d'autres situations, le bénévole est simplement ignoré. Ça, c'est autre chose. Puis vous voyez un peu qu'avec le temps, les choses, elles s'apprivoisent et qu'il y a des échanges qui peuvent se faire entre bénévoles et soignants. Ça, c'était où je travaillais avant beaucoup, l'occasion pour les soignants de pouvoir parler hors collègues à des bénévoles aussi et d'être aussi en soutien à ce niveau-là. Et puis un autre point autour dans ce que je voulais dire qui rappelle le professionnel de santé qui il est finalement, avec notre costume, notre blouse blanche, on tient un rôle, et je dirais que même parfois, c'est quelquefois pour certains même une armure, donc pour se protéger vis-à-vis de l'autre. Et cet échange, ce que vous y amenez, ça peut quelquefois renvoyer au patient, au professionnel, qui il était et comment il est hors de l'hôpital ou comment il était avant, et d'avoir conscience de ça, parce que ça peut influencer sa prise en charge.
dans l'approche du malade qu'il va avoir. L'autre point, je dirais aussi, c'est que vous êtes celui qui voit le malade comme il est à cet instant, en dehors de toute construction que nous, on induit par notre environnement. C'est-à-dire que majoritairement, je pense que c'est un peu partout comme ça dans les équipes, il y a des réunions de transmission, il y a des réunions de synthèse entre les professionnels du service, mais les bénévoles n'y assistent pas. Et finalement, c'est quelquefois des sujets de discussion d'ailleurs avec les bénévoles, mais volontairement, ça permet là aussi que vous alliez voir l'autre, le patient, dans une rencontre complètement sans a priori. Des a priori positifs, mais quelquefois des a priori négatifs, parce que même en unité de soins palliatifs, en transmission, des fois, il y a des propos qui peuvent être durs, difficiles. Ah ben, ça a été infernal ce week-end, il a été infect, ou la famille a été... Et je me rends compte qu'en tant que professionnel, vous allez dans la chambre voir ce patient, vous êtes bien obligé de savoir tout ça, ça je n'ai pas le choix. Mais forcément, vous êtes influencé au lit du patient par rapport à ce que vous aurez entendu. Et le patient, si ça tombe, il est passé complètement à autre chose. On n'est plus dimanche, on est lundi. Et ça, pour le coup, vous arrivez sans construction. Et ça, ça me semble quelque chose qui est important également à avoir en tête. Et puis, dernier point, et même pour nous professionnels de soins palliatifs, vous pouvez être parfois celui qui donne sens à des situations où même nous, on se dit, on s'interroge sur ses compétences médicales et soignantes. Pour que ça vous parle, c'est les longs mourir. C'est ces gens qui sont dans le coma ou qui sont plus communicants et qui sont là des semaines. Il n'y a pas de famille ou très peu. Et finalement, vous êtes les seules personnes qui passent dans le service et quelque part, vous témoignez d'un intérêt encore pour cette personne, où nous, quelquefois, on se dit, mais quel sens ça a encore cette prise en charge ? Non, voilà, il y a des gens qui continuent à avoir de l'intérêt pour cette personne en situation de fragilité en fin de vie. Donc ça, voilà, merci à vous dans ces situations-là, parce que quelquefois, ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc ça, c'était en tant que professionnel de santé. En tant que citoyen, voilà, on a parlé, voilà, de valeurs de solidarité, vous venez en décalage aussi par rapport à tout ce discours actuel de la société qui est dans le faire plutôt que dans l'être, dans le jeunisme. Il faut être beau, efficace, efficient. C'est qu'on est vieux, on ne sert plus à rien, on coûte cher. Voilà, c'est un peu. Et du coup, voilà, ce discours des associations fait du bien. Et peut-être qu'effectivement, comme Tanguy, voilà, c'était intéressant ce qu'il évoquait tout à l'heure sur la question du service civique. Ces jeunes, on pourra peut-être les toucher dans les associations parce que, oui, ils viennent y chercher un intérêt, ils viennent chercher quelque chose peut-être pour leur CV, mais vous allez aussi leur transmettre des valeurs avant tout. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Voilà. Et puis, autre chose par rapport à ces gens plus jeunes, c'est, dans l'association où j'étais, la question des jeunes qui postulaient, parce qu'il y en a quand même de jeunes qui postulent, quand même plusieurs fois eu nécessité de reprendre avec les anciens, les vétérans, sur oui, on peut avoir envie de faire du soin palliatif et être jeune sans être tordu, sans voilà, et oui, l'expérience de vie, on peut très bien ne pas en avoir à 50 balais, on peut très bien en avoir à 30 ans aussi. Donc laissons la place aux jeunes qui ont envie de faire des choses. Ça, c'est important. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes en tant que citoyen. Bon, puis je pense que vous restez essentiel aussi pour promouvoir ce développement des soins palliatifs par le biais voilà, des différentes interventions auprès des IFSI, des manifestations grand public. Donc ça, voilà, vous avez une fonction vraiment essentielle. Alors, ça, c'était un petit peu voilà, le côté, on va dire, positif. Comment, voilà, moi, je vois un peu l'évolution de la perception des attentes de la part des professionnels de santé vis-à-vis des bénévoles. Donc contrairement aux pays anglo-saxons où le bénévolat, voilà, il était aussi dans le faire et dans l'être. En France, on est beaucoup resté dans le être avec l'autre et
et paradoxalement, avec en face des professionnels qui sont en demande, mais vous ne pouvez pas l'emmener promener, vous ne pouvez pas lui donner à manger. Et ça a été, ça va, on va dire, peut-être un peu mieux maintenant, mais ça a été quand même régulièrement des sources de conflits, ou de conflits, j'exagère, de tensions, on va dire, avec les professionnels. Et voilà, il y a peut-être des choses à faire évoluer à ce niveau-là. Il est effectivement plus discutable d'aller que pour faire, mais en même temps, si je vais pour être avec l'autre et que j'ai l'occasion de faire quelque chose avec lui, pourquoi pas, hein. Donc voilà, donc ça c'était un premier point. Le bénévolat, il a été parfois aussi pas très bien perçu, avec de la suspicion de la part de professionnels, mais aussi parfois de la part des gens de la société. C'est quoi cette personne qui prend un intérêt à s'occuper du mourant, avec la question de est-ce qu'il y a une attirance morbide, voilà, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc il y a eu des visions de ce type-là, et puis beaucoup de confusion aussi entre les différents bénévolats au sein des structures, la confusion avec l'aumônerie en particulier. Au début, je devais quand même régulièrement redire aux patients que non, c'est pas les bénévoles d'aumônerie, non, c'est pas les dames patronesses là qui vont venir vous voir, c'est complètement autre chose. Donc, mais il y avait quand même ça très enquisté là-dedans, et puis d'autres bénévolats comme les visiteurs médicaux en établissement hospitalier, le VEMH. Là aussi, il y avait une confusion importante. Donc voilà, effectivement, il y a voilà, quelques pistes qui peuvent peut-être vous aider en termes de changer, voilà, faire évoluer l'image et la fonction des bénévoles, avec voilà, bon, quand même des garde-boue à avoir. Mais là, c'est ma double casquette qui va commencer à parler d'anciens présidents d'associations. C'est faire, oui, moi, je trouve ça que ce serait pas mal, mais jusqu'à une certaine limite. Et il n'est pas question à l'heure actuelle où le système de santé français, les EHPAD sont dans une difficulté majeure en termes de personnel, de trouver une solution les bénévoles, voilà, ce serait bien pratique, hein. Donc ça, non, il est hors de question de ça. De garder votre écoute spécifique, également, ça me semble important, et de faire attention de ne pas le perdre en voulant faire, et puis de perdre finalement votre spécificité avec quelqu'un d'une autre association. Donc voilà. Après, voilà, c'est peut-être un peu négatif ce que je dis. Après, quand même, voilà, globalement, j'ai plutôt l'impression que vous êtes beaucoup mieux perçu par les équipes soignantes, pas trop en soins palliatifs, mais plus les équipes soignantes hors unité spécialisée, sur la fonction du bénévole. Voilà. Pour conclure un petit peu mon propos, donc c'est là que je vais prendre ma double casquette de médecin et d'ancien président d'association, sur l'évolution de l'engagement finalement des bénévoles en 2022. Donc c'est un peu ce que Tanguy disait, effectivement ça a pas mal évolué, moi je trouve, ces dernières années, avec une plus grande diversité au niveau du bénévolat, plus d'hommes, ça c'est clair, des niveaux socio-économiques plus divers. Je ne dis pas les choses de manière du tout péjorative, hein. On s'entend bien, mais je fais que constater. C'est-à-dire qu'il y avait un certain profil de bénévoles il y a 15 ans, parce que ça fait 15-20 ans quand j'ai commencé en soins palliatifs, qui était beaucoup plus stéréotypé. C'était des femmes qui avaient plutôt 65-70 ans, un milieu socio-économique plutôt favorisé, avec une image plus catho, ça aussi. Donc, et ça, voilà, je trouve que ça a quand même beaucoup évolué. Et des bénévoles quand même plus jeunes aussi, ça c'est une réalité. Alors, je suis un peu surpris des chiffres de Tanguy sur l'âge. Moi, les dernières années où j'étais sur l'île, j'avais l'impression que ce qui avait beaucoup évolué, c'était beaucoup les gens entre 50 et 60 ans. Ils n'attendaient plus d'être en retraite. Ils commençaient à se dire, j'ai bientôt été en retraite, il faut peut-être que quand même je commence à m'investir dans quelque chose, mes enfants sont élevés. Voilà, il y avait cette dimension-là. Voilà.
Alors, toutes ces évolutions au prix, effectivement, moins de militantisme. Bon, mais les soins palliatifs se sont institutionnalisés. Ça, c'est bien, et en même temps, il y a la contrepartie. Le raccourcissement du bénévolat. Voilà, ça, c'est une réalité aussi. Après, voilà, dans quelle mesure cette évolution dans la plus grande diversité va permettre de compenser la diminution des bénévoles. Ça, c'est un autre problème avec, comme Tanguy évoquait, la question des besoins qui sont croissants. Une évolution, on en parlera peut-être sur des endroits qui doivent être aussi des lieux d'intervention plus différents. On parlait de... Je suis déjà dans la deuxième partie, mais du coup... on parlait d'engagement dans le temps du bénévole qui doit venir autant de temps, tous les semaines, voilà ça. Mais finalement, l'hôpital, les structures, elles ont aussi beaucoup bougé. L'unité de soins palliatifs, l'hôpital d'il y a 30 ans n'est plus l'hôpital de maintenant. C'est-à-dire que finalement, vous allez en unité de soins palliatifs, vous allez une semaine, vous voyez un patient, la semaine suivante, régulièrement, il n'est plus là. Et les services hospitaliers, c'est la même chose. Donc cet engagement régulier toutes les semaines, finalement, où il pouvait peut-être se créer quelque chose, peut-être que des gens qui peuvent venir peut-être moins régulièrement, ça pourrait être aussi un apport réel pour ces patients-là. Par contre, voilà, des réflexions plus à avoir sur le domicile, où, à mon avis, il y a une forte demande. On parlait de l'isolement des patients à l'hôpital, mais finalement, l'isolement, il est quelquefois, moi je trouve aussi relatif, c'est-à-dire que à l'hôpital, tout le monde rapplique. Quand il n'y a rien qui va, toute la famille, les proches, les amis arrivent. Mais je pense qu'il y a la sécurité aussi. Il y a des soignants autour, ça fait moins peur. C'est souvent ce que les familles et les patients nous disent après, mais quand on va rentrer à la maison, on ne verra plus rien. Peut-être que ce bénévolat, il doit aussi évoluer à ce niveau-là, avec toute la difficulté, les craintes, les peurs que peuvent avoir les bénévoles autour de ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que là, je pense que ça va être le sujet des échanges, mais un petit peu voilà, le retour de ce que je voulais vous dire en tant que professionnel, mais également citoyen et ancien bénévole. Merci à vous. Donc merci de cette présentation. Du coup, moi, j'entendais très fort là, dans vos interventions la question de s'adapter, de se moderniser, du bénévole qui doit un peu changer d'outil, être beaucoup plus un peu moderne, un peu le bénévole super moderne qui s'adapte voilà, avec des nouveaux outils, qui doit s'adapter aussi au niveau de l'activité, aller peut-être au domicile. Vous m'entendez bien? Non? Ah, faut que je... Du coup, je vais reprendre. Du coup, j'entendais très fort là, dans ces deux interventions la question de l'adaptation du bénévole qui doit se moderniser, avoir des nouveaux outils, utiliser de la visioconférence, intervenir peut-être ponctuellement auprès du chevet du malade, s'adapter aussi à la crise Covid, aller moins voir le bénévole en présentiel, mais faire plus de la consultation en vidéo. Et du coup, et puis en écho également, ça m'a beaucoup fait penser à aussi, il y avait le deuxième sujet qui revenait très fort aussi, c'était la question de la transmission des personnes bénévoles super formées qui transmettent aux jeunes. Et du coup, je me demandais comment, dans les fédérations, dans les associations Jalmav, comment c'est pensé, ça, cette question de la transmission ou non, parce que bon, il y a bien sûr des formations qui existent, mais comment les personnes super formées, expérimentées, peuvent transmettre à des jeunes et donner envie, du coup, à des jeunes de devenir bénévoles et d'acquérir des expériences, d'acquérir des compétences. Parce que du coup, je me disais qu'on pouvait être jeune, compétent, avoir un job, avoir une vie de famille, mais aussi être bénévole parce que ça peut aussi leur donner du sens humain, de s'engager, que ça peut aussi avoir du sens dans leur vie. Donc on peut aussi penser le bénévolat auprès des jeunes. Enfin, c'est un peu une question que
Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Herbault. Est-ce que vraiment il y a de la place pour les jeunes demain ou maintenant? Est-ce que les jeunes de 30 ans peuvent... il y a vraiment de la place? Est-ce que c'est prévu pour... Enfin, je ne sais pas comment le dire. Est-ce que la société peut prévoir ça pour eux? Je pense que oui, c'est une première chose. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, on peut être mature à 20 ans, comme on peut être un adolescent attardé à 50 ans. Voilà. Ça, il y a tout un parcours de vie derrière. Donc, juger que sur l'âge, pour moi, ça me semble un peu limite. Alors, je ne suis pas neutre quand je dis ça, parce que quand je suis arrivé en soins palliatifs, les médecins, c'est pas mieux. Il a fallu me battre pour aller travailler en soins palliatifs, parce que j'avais 30 ans et que j'étais trop jeune pour aller travailler en soins palliatifs. Donc, voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a... Et je pense que les jeunes auraient envie, mais à nous de ne pas les freiner déjà d'emblée en leur mettant, voilà, vous êtes jeunes, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose, voilà, qui, quand j'étais sur cette association, ou plusieurs fois auprès des anciens, il ne fallait pas bouger, il fallait que ça reste comme avant. Ben non, il faut que ça bouge. Et ben, il a 20 ans ou il a 30 ans. Peut-être qu'on va pas peut-être qu'on peut le guider, par contre, ce jeune, sur où on va le mettre. Ça c'est un autre problème. Entre, voilà, est-ce que on va le mettre plutôt sur une structure hospitalière parce qu'il sera plus à même d'être accompagné par un coordinateur, par l'ensemble d'une équipe. Est-ce qu'en voilà, en EHPAD, c'est vraiment quelque chose, là, pour le coup, une question de l'accompagnement et une fonction, j'entends bien, hein, compliquée pour le coordinateur là-dedans, de guider l'autre sur l'endroit le plus adapté. Voilà. Mais les jeunes, si, ils ont envie, là, il y a des demandes, je pense. Moi, je rejoins ça et je suis absolument certain qu'on a des moyens d'aller parler aux jeunes et de leur donner envie. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? La première chose, c'est on a eu l'impression pendant des années, des décennies, d'être en gros ceux qui portaient le sujet de la mort, comme si le reste de la société pouvait s'exonérer, je l'ai un peu dit tout à l'heure, pouvait se dire tout ça, ça viendra plus tard, et en plus ça sera les gens mûrs qui s'en chargeront. Moi, j'ai eu la même expérience. J'ai commencé le bénévolat, j'avais 30 ans. Alors, autant vous dire que dans mon association, on m'a regardé arriver en disant « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ?» Non, j'avais 35 ans. Mais enfin, on m'a quand même regardé de manière extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de suspect. Parce que j'étais jeune, j'étais suspect de m'intéresser aux soins palliatifs. Bon. Donc déjà, si on pouvait commencer à inverser ça, qu'est-ce qui peut nous aider à inverser ça? Mais déjà, il ne vous a pas échappé que la question de la mort, aujourd'hui, elle est partout. Elle est partout. Elle est là avec, depuis plusieurs années, mais ça s'amplifie, avec le thème de l'écologie. Et penser que nos jeunes ne sont pas préoccupés par la question de la mort, c'est se tromper. Elle est là avec le thème du Covid. Ils ont été eux-mêmes très imprégnés de cette mortalité qui faisait irruption en masse dans leur quotidien. Elle est là avec la géopolitique et la guerre en Ukraine. Et en plus, les professionnels de santé nous alarment, à juste titre, en nous disant que la souffrance mentale des jeunes, elle est en train d'exploser. Donc, nos jeunes, ils sont déjà préparés à aborder la question de la mort. Si la seule réponse qu'on a à leur apporter, c'est « vous inquiétez pas, la mort, on la réglera par l'euthanasie », je ne suis pas certain qu'on les accompagne dans une réflexion. On va croire qu'on va leur apporter un bout de solution auquel ils vont consentir, parce qu'ils trouveront ça moderne peut-être, mais nous, notre responsabilité, c'est de leur montrer que sur ce terrain qui les travaille au quotidien depuis des mois, des années, eh bien, on peut leur ouvrir les yeux autrement et leur montrer qu'il y a de la vie au seuil de la mort. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Je lisais dans le train tout à l'heure un article du Monde qui disait, certains d'entre vous ont peut-être été regarder la série En thérapie sur Arte. Un article qui disait, plein de gens qui témoignent « Oh, j'aimerais être regardé et j'aimerais être écouté comme le docteur Dayan ». Et plein de témoignages. Alors après, des psychanalystes qui disent « Oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça, c'est une fiction ». Oui, mais ça dit quoi? Ça dit le besoin d'être entendu, le besoin d'être écouté des populations et pas simplement des plus âgés. Et donc, il me semble que, alors qu'on pourrait croire qu'on est un peu en train de se réduire comme peau de chagrin, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé avec mon premier constat de départ,
il y a des opportunités. Parce que s'il y a bien des gens qui sont capables de comprendre le sujet de la mort sans le dramatiser, c'est nous. Donc ne laissons pas l'espace vierge. Et je pense que les jeunes, on peut les accompagner. Alors à condition, effectivement, comme tu le dis aussi, que nous soyons capables de leur transmettre quelque chose qui a de la valeur. Et que nous soyons capables de les mobiliser sur des missions dans lesquelles ils vont se sentir valorisés. Parce que non seulement ils vont toucher du doigt quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute et de l'accompagnement, mais ils vont aussi peut-être acquérir des compétences parce qu'ils vont, j'en sais rien, moi, on va pouvoir les mettre sur des projets, parce que nos associations aujourd'hui ne peuvent plus se développer en faisant la quête. Hein. Nous sommes obligés d'aller chercher de l'argent, non pas sous forme d'aumône, mais sous forme de projet. Donc nous avons besoin de gens qui savent construire des projets. Nous avons besoin de gens qui ont l'enthousiasme. Il y a des jeunes qui ont décidé de faire l'assaut de la forteresse de l'éducation nationale pour aller parler de la mort dans les écoles. Pas plus tard que la semaine dernière, moi j'étais dans un lycée avec des lycéens. J'adore faire ça parce que je n'ai pas besoin de parler une demi-heure, je parle 5 minutes et après ils s'emparent du sujet tout seul. Il y a une appétence. Il y a une appétence extrêmement forte. Je pense que nous aurions tort de ne pas nous en saisir. Et juste apporter quelque chose en complément en termes c'est une dimension militante indirecte, mais je pense qu'en étant inclus dans les associations, ça peut aussi faire évoluer la pensée de ces jeunes, plus illustré par mon témoignage, plus par mon témoignage de jeunes médecins. C'est-à-dire que Soins palliatifs, je trouvais ça génial de pouvoir bien soulager les gens, mais finalement l'euthanasie, je disais, ouais, finalement c'est aussi bien aussi. Et c'est en gravitant dans son milieu, en étant confronté à des gens en fin de vie, à des discussions avec d'autres personnes, que j'ai pu réellement évoluer plutôt que par un discours tout fait, par une conférence ou autre, où ça reste, ouais, on entend bien, mais en même temps, c'est pas ça qui nous fait changer. C'est dans la rencontre, c'est dans le quotidien avec l'autre, dans les échanges, qu'on évolue dans notre façon de penser. Voilà. Bien, c'est intéressant du coup un peu de moderniser le discours et de penser que les jeunes peuvent arriver, enfin de penser que la jeunesse peut arriver, que voilà, en dehors d'être parents, enfin voilà, parce que je me dis qu'on est tellement conditionné aussi par cette société, le poids de la société. Vous avez beaucoup parlé du médical et de toutes ces de l'arsenal aussi il y a aussi le juridique. Enfin, du coup, il faut vraiment. Je me disais que toute cette question de changer de représentation, que ça met du temps aussi. Et est-ce que peut-être la société maintenant est prête peut-être pour ça, pour ce changement, pour moderniser, pour accueillir ces jeunes bénévoles, parler de la mort, parler du deuil, parler de ces questions. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais intervenue dans un lycée avec une collègue infirmière. On était intervenue auprès de jeunes de seconde sur une classe. C'était très intéressant, mais la prof nous expliquait combien c'était difficile. Les parents s'étaient plaints parce que on avait parlé de la mort à leurs enfants, on avait parlé de la fin de vie. Enfin, c'était des ados, ils avaient 16 ans. Et elle avait dû expliquer aux parents. En fait, c'était beaucoup plus difficile pour les parents que pour les ados. Les ados, ça s'était très bien passé, les interventions, mais c'était les ados c'était les parents qu'il fallait rassurer, expliquer pourquoi on intervenait au lycée, pourquoi on parlait de cette question de la société. Alors, je me dis peut-être que maintenant, 5 ans, 8 ans après, peut-être que la société a changé, que le lycée ouvre plus ses portes à ces questions-là de fin de vie, de la mort, et que c'est peut-être plus actuel, c'est moins tabou qu'il y a encore 5, 10 ans. J'ai l'impression qu'il faut quand même encore beaucoup pousser les portes, qu'elles ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Alors, moi, l'expérience que j'ai constaté que c'était plutôt l'enseignement privé qui essayait de faire venir des intervenants pour discuter de ces sujets-là, parce que soit ils ont des valeurs chrétiennes ou spirituelles plus largement, soit ils attachent une importance plus soutenue à la philosophie. Ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils sont prêts à ce qu'on leur parle d'éthique. Voilà.
à condition qu'on leur en parle, pas de manière trop dogmatique ni théorique, mais ils sont prêts à ce qu'on leur parle d'éthique parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à avoir des repères. Et je pense que là, on a une responsabilité de leur transmettre l'éthique pour les nuls, si j'ose dire. Enfin, mais il n'y a pas grand-chose à leur transmettre, puisqu'en fait, il faut les amener à réfléchir. Dès qu'on les aide à réfléchir, ça bouillonne. Mais c'est normal, c'est le propre de leur âge. Heureusement, nous aussi, on bouillonne, donc on n'a pas tout perdu. Mais il s'agit de... Là encore, de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire d'accompagner, non pas d'enseigner, mais ce qu'on sait bien faire avec les personnes malades, on doit être capable de le faire de la même manière avec des jeunes, hein, c'est-à-dire d'écouter où ils en sont et de voir comment, en libérant leurs questions, libérant leurs paroles et en leur apportant ici ou là quelques éléments d'appréciation par touche homéopathique, mais surtout beaucoup de bienveillance, eh bien, voilà, j'observe que sur les sujets de bioéthique en particulier, moi je suis souvent rentré chez les jeunes par les sujets de bioéthique, alors on commence à parler PMA, hein, et là il faut effectivement se garder d'avoir des idées un peu arrêtées, hein, et entendre leurs questions. Eh bien, la question de la fin de vie, la question de la souffrance, la question de la maladie, la question du vieillissement viennent alors. Et je trouve ça quand même assez accessible pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles hein, qui vont dans les écoles, qui vont dans les lycées, je sais qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est essentiel parce que les parents ne le font pas assez, parce que les enseignants ne le font pas ou pas assez. Et là, on table sur une préservation de ce en quoi nous croyons profondément, qui peut s'inscrire dans un certain long terme. D'autant plus que, en tout cas en milieu urbain, on arrive de plus en plus à des situations où finalement, en unité de soins palliatifs, régulièrement, on se retrouve avec des gens qui ont 40, 50 ans, et finalement, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une fin de vie. Donc, comment voulez-vous qu'ils en parlent avec leurs proches, avec leurs enfants ? Donc, voilà, par contre, il y a clairement tout un accompagnement des bénévoles en termes de formation, justement, à cette communication adaptée auprès d'un autre public, finalement, auquel on n'est pas habitué. Voilà. Oui, et c'est une manière d'accompagner la souffrance. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous caractérise. C'est pas simplement d'accompagner la fin de vie, c'est d'accompagner la souffrance. Et donc, quand on voit que des gens qui sont en bonne santé, mais peuvent être en souffrance parce qu'ils voient quelqu'un qui est en souffrance, fût-il ou elle en fin de vie, alors je crois qu'on a ce rôle. Et historiquement, on a très vite intégré, dans l'approche systémique, on a très vite intégré la famille. Donc, je pense que là, on a des champs qui sont moins immédiatement dissuasifs parce qu'ils seraient immédiatement confrontés à la fin de vie. On peut donc avoir des approches un peu plus périphériques dans un premier temps. Et j'aime bien ce que tu dis aussi sur le fait d'autoriser l'expérience. En fait, on apprend par le contact, on n'apprend pas par le savoir. On consolide notre expérience avec du savoir. Et donc, je m'alarme aussi que dans quelques associations, on mette autant de temps avant de mettre les bénévoles sur le terrain. Parce qu'on a peur, parce qu'on voudrait s'assurer qu'ils sont vraiment bien calibrés, on voudrait s'assurer... Vous voyez, dès qu'on commence à avoir peur, c'est qu'il y a quelque chose qui freine, en fait. Et moi j'ai eu de la chance, hein. Quand je suis arrivé, j'ai commencé le bénévolat donc en 2001, j'ai tout de suite choisi le domicile, ça m'a attiré de manière immédiate, et il n'y avait personne pour me parrainer, et il n'y avait personne pour me... Voilà. Et donc j'ai eu 2 jours de formation et j'ai été sur le terrain. Et j'ai trouvé ça absolument essentiel, d'être confronté à son expérience. Voilà, j'avais quand même eu 2 jours pour bien me caler l'esprit en me disant... mais je n'avais pas eu besoin de 6 mois de formation. Ouais. Je pense que si on m'avait proposé 6 mois de formation, et je sais qu'il y a des associations où on propose même encore davantage, mais je n'aurais pas été jusqu'au bout. J'aurais dit, j'ai pas signé pour ça, j'ai pas signé pour aller à la fac. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, qu'on prenne les gens, qu'on les accompagne dans leur expérience, plutôt que de leur transmettre du savoir, je pense que ça doit nous interroger sur comment nous accompagnons nos bénévoles. Est-ce qu'on leur fait confiance ou est-ce qu'on veut absolument les encadrer ? Vous sentez de quel côté je pense, mais je ne veux pas m'immiscer dans la manière dont vous gérez vos associations. Je voulais aussi demander à M. Châtel, vous avez parlé tout à l'heure de souffrance spirituelle,
Et du coup, je voulais savoir de quoi vous vouliez parler. Vous avez 2 jours? Non, en fait, je vais le dire sobrement. Pourquoi ça me semble être un sujet intéressant? Depuis le début, c'est un sujet qui me passionne dans les soins palliatifs parce que je pense que c'est le cœur des soins palliatifs. C'est face au mystère, au vertige, à l'absurde de la mort, face à la violence de la mort, comment est-ce que l'être humain peut essayer d'apaiser ça, de donner du sens, de mettre des mots? Comment est-ce qu'il arrive à construire quelque chose alors que tout s'écroule? Voilà. Et donc, cette question de la souffrance spirituelle qui est inscrite au cœur de la théorie des soins palliatifs, elle a été très longtemps traitée sous l'angle de la dimension religieuse et donc de l'aumônerie. Mais sauf que le monde a complètement changé et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Enfin, déjà, il y a 20 ans, ça ne marchait déjà plus. Et donc, je pense que c'est une question qui est transversale parce que quand on parle de la souffrance spirituelle du patient, je ne vais pas m'en expliquer ici, ça serait trop long. On va immédiatement parler de la souffrance spirituelle de ses proches. On va immédiatement parler de la souffrance spirituelle des soignants. On va immédiatement parler de la souffrance spirituelle des bénévoles, c'est-à-dire de ce qui fait sens pour nous. Pourquoi on y va? Et ça, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons encore considérer que quand tout s'écroule, eh bien, il reste quelque chose qui a une valeur extrême? C'est bizarre, hein? Donc, c'est un peu ça. Je pense que le monde, aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, est encore plus prêt à s'intéresser à la question. Je ne voudrais pas faire du pseudo-Malraux qui disait que le XXIe siècle serait spirituel ou pas. D'ailleurs, c'est jamais lui qui l'a dit, mais on ne prête qu'aux riches, c'est pas grave. Mais je pense que les événements que nous vivons au niveau mondial aujourd'hui nous convoquent à retrouver une dimension spirituelle dans le soin, dans l'accompagnement, dans tout ce qui fait qu'on va les uns vers les autres. On va peut-être laisser la place aux questions de la salle, s'il y a des questions. Oui, alors moi, Dominique, Jalmal 05. Moi, je voulais d'abord remercier donc Jalmal 05, les Hautes-Alpes. Alors nous, paradoxalement, on n'a pas connu la crise endémique du bénévole. Au contraire, on est plutôt dans une phase ascendante. Mais malgré tout, le cœur de notre réflexion aujourd'hui rejoint ce que tu nous partageais, Tanguy, à savoir la refonte de notre formation. On n'était pas des orthodoxes jalmalviens, mais presque. Ça nous a certainement préservé de beaucoup de travers, mais on est arrivé au terme de cette orthodoxie. Et effectivement, pour donner un nouvel élan et pour faire envie, il faut être en vie, hein, comme on dit, et on est en train de refonder, on va reformuler complètement notre processus, notre programme de formation. Et c'est vrai que l'introduction du smartphone, ça peut être un élément sur lequel on va réfléchir, parce que ça me semble un fait sociétal, malheureux ou heureux. Ça, certains pourront, chacun et chacune peut en tirer des conclusions. Donc ça, c'est une première chose, se dire qu'effectivement, il faut rester inventif. Et il faut aussi, c'est vrai, responsabiliser nos bénévoles rapidement. Mais pas trop rapidement, parce que l'expérience que j'ai, moi, de formateur, j'ai redoublé beaucoup de fois ma formation. Hein, depuis 20 ans, je redouble. Et chaque fois, je suis confronté avec des jeunes bénévoles, hein, des jeunes de promo, qui ont peur. Qui ont peur de se dire « Oh là là, mais moi, je ne saurais jamais faire. » Comment ? Et leur donner des éléments, de leur donner une petite caisse à outils, c'est quand même très utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut engager les bénévoles en fin de formation forcément, mais je pense quand même qu'un minimum de connaissances, un minimum de réflexion sur sa propre mort, sur comment on conçoit sa propre mort, et c'est fondamental aussi. Et puis pour conclure, je rejoins complètement l'idée qu'effectivement, la question spirituelle est la question fondamentale de l'homme. Et je veux aussi, pour prendre en exemple, l'expérience
de ce philosophe Frédéric Lenoir, avec son mouvement, son association Sève. Alors moi, je ne suis pas promoteur de Sève, mais je trouve très intéressant qu'il ait introduit ça dans les écoles. Et pour finir, je demande alors une circulaire Larocque de l'éducation nationale pour les bénévoles accompagnants. Parce que malgré tout, c'est bien difficile de rentrer dans les lycées et les collèges en tant que formateur ou en tant que personne pouvant parler de quelque chose. C'est très, très difficile. Voilà. Donc, si la Fédé pouvait aussi travailler dans ce sens-là, pour qu'on puisse sortir un texte officiel peut-être, hein, et le passer au ministère de l'Éducation nationale pour sortir des murs, effectivement. Aujourd'hui, nous, les Jalmalviens, il faut qu'on sorte de l'hôpital. Il faut sortir des murs et il faut aller dans la société. Je suis complètement d'accord. Voilà. Bonsoir, Nathalie de Jalmal-Vrouan. Hein, juste un petit témoignage. On a eu une grosse fonte de nos bénévoles cause Covid, mais comme vous disiez, le vieillissement, la fatigue, et ça a été le déclic. On a beaucoup misé sur la formation. On a été peut-être un peu rapide, mais on a fait la formation en bonne et due forme. D'ailleurs, les bénévoles qui sont maintenant sur le terrain nous remercient pour cette formation qui les sécurise énormément. Donc, les formations, on peut peut-être les repenser, mais c'est important quand même de rester sur des bases connues et éprouvées. Et donc, dans une de nos nouvelles bénévoles nous a interpellés sur le mécénat de compétences. Donc, il a fallu qu'on se penche là-dessus. Et nous avons donc signé une convention de mécénat de compétences. Donc voilà, c'était juste un témoignage. C'est une convention tripartite entre le patron de cette salariée, la salariée et Jalmalv. Et donc voilà, une nouveauté. Et ça permet donc à cette bénévole de continuer à toucher son salaire, même quand elle est en train de faire ses heures d'accompagnement à l'hôpital. Voilà. Alors, le bénévolat, je ne sais pas si c'est toujours du bénévolat, mais c'est une piste. Merci, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'on entend parler du mécénat de compétences depuis quelques années, mais c'est souvent sur des fonctions assez professionnelles, pour aider à faire de la communication, pour aider à faire de la comptabilité, que sais-je. Ouais. Je n'avais pas encore entendu parler d'un mécénat de compétences pour faire de l'accompagnement. Donc ça, je trouve ça épatant. S'il y a derrière des entreprises, et que si ces entreprises, comme je l'ai évoqué un peu rapidement tout à l'heure, inscrivent leur activité dans une logique d'économie sociale, solidaire, comme c'est de plus en plus le cas. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, ça va un peu tordre le cou, mais il faut toujours tordre certains coups, à l'idée que le bénévolat devrait absolument être gratuit. En l'occurrence, là, il est un peu financé de manière détournée. Donc, ça va poser des questions de principe. Hein. Mais je trouve ça, en tout cas, très intelligent d'avoir osé décrocher ce genre de choses comme ça. Ce que ça montre aussi, parce que moi, j'ai vu d'ailleurs, ma situation à moi, c'est que je travaillais à l'époque, quand j'ai commencé le bénévolat, dans une grande administration. J'espère que je vais fâcher personne. Vous payez tous des impôts, ou presque. J'avais fini le mardi soir le travail de la semaine, et donc j'avais négocié avec mon patron que je puisse faire du bénévolat le reste du temps. Il en était d'accord. Donc c'était une forme de mécénat de compétences, mais c'était vraiment, c'est pas reproductible comme situation. Mais vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une porosité qui doit exister désormais entre le monde de l'entreprise et le monde des associations. Voilà. Et jusqu'à présent, ces mondes étaient assez antinomiques, parce qu'ils étaient sur des systèmes de valeurs qui s'opposaient. Aujourd'hui, ils sont sur des systèmes de valeurs qui peuvent converger. Et donc là, je pense que c'est important d'aller les voir, pas simplement pour leur demander de l'argent, mais pour les impliquer. Parce que c'est ça, ce que vous décrivez. C'est la manière dont l'entreprise va se retrouver impliquée dans une démarche. J'ai vu aussi des gens qui font du bénévolat, du mécénat de compétences de manière plus classique, pour aller faire de la communication ou de la comptabilité, comme je l'ai dit, et puis se laisser piquer par le virus des soins palliatifs, au point qu'une fois fini leur mission, ils avaient envie de devenir bénévoles. Donc c'est aussi des viviers
hein, où on peut aller trouver des gens qui ont des quêtes de sens. Et je termine sur le fait qu'on a évoqué la souffrance mentale des jeunes, mais il faut absolument prendre en considération la souffrance mentale, psychique des gens qui sont en activité professionnelle et qui ont une soif absolument débordante aujourd'hui d'inscrire leur activité dans quelque chose qui a du sens. Ils ont besoin de se nourrir, c'est aussi bête que ça. Ils ont besoin de nourrir leur psychisme, leur intelligence, leur système affectif et aussi leur dimension spirituelle. J'avais dit que je terminais, mais en fait, non, j'ai encore une petite chose à vous rajouter. C'est que j'ai une autre casquette à Paris. Je m'occupe d'un endroit qui s'appelle le Forum 104, qui est un lieu de rencontre interspirituelle depuis des années, dont je suis président. Et bien, depuis 3 ans, le sujet qu'on travaille, qui commence à faire vraiment tache d'huile, c'est la dimension spirituelle du chef d'entreprise. Ah ouais. Et en fait, les gens, ils ont besoin de dire, mon boulot de chef d'entreprise, il a aussi une dimension spirituelle que j'ai envie d'explorer. Donc voilà, le tableau n'est pas si sombre. Mais est-ce qu'on peut quand même peut-être redéfinir ce qu'on entend par spirituel, parce que c'est un peu la question bateau, mais... Alors déjà, c'est pas que religieux, et on va le dire en un mot, c'est là où il y a du souffle. Voilà. Non, parce que je ne vais pas commencer à rentrer dans un truc un peu théorique, mais c'est là où il y a du souffle. Et aujourd'hui, on voit quoi? On voit des populations entières qui sont essoufflées. Essoufflées, elles sont en burn-out, elles sont en perte de sens, elles sont agonie de bêtises devant des écrans qui les rendent de plus en plus addicts. Je sais, j'en ai 2 à la maison qui fonctionnent comme ça. Et en fait, ce dont les gens ont besoin, c'est de souffle, tout simplement. Et donc, cette dimension spirituelle, que vous y mettiez le nom de Dieu ou autre chose, qu'importe, son critère, ça va être est-ce que ça nous réanime? C'est-à-dire, est-ce que ça nous ventile? C'est est-ce que ça nous réanime au fond de notre être? Bonsoir. Bonsoir, c'est Jeanne Yvonne. Donc, je suis responsable de la commission enfants-ados à la fédération et je voudrais répondre au monsieur qui a posé la question tout à l'heure par rapport à l'éducation nationale. On a monté un dossier il y a quelques années avec la fédération. On a passé des heures et années même à monter ce dossier, à l'envoyer à l'éducation nationale, à être reçu au ministère et tout ça, à tout faire. Tout ça pour avoir un refus à la fin. Là actuellement, on a travaillé avec le groupe Jeune Génération de la SFAP, donc par rapport à la valise qu'on avait mise en place et par rapport à tout ça. Et donc là, maintenant, il y a un portail, j'ai oublié le nom, un portail qui est sur le site de la SFAP. J'ai oublié le nom, je vais essayer de vous le retrouver. La vie, la mort, on en parle. Et vous pouvez aller là-dessus. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup de choses qui sont notées dessus. Et il y a des ouvertures vers les écoles, mais ça reste encore très, très difficile. Tout dépend du directeur de l'école, de l'inspecteur d'académie, de tout ça, quoi. Pendant plusieurs années, on a travaillé avec l'académie de Orléans et de Orléans-Tours. On intervenait en tant que fédération pour parler former un peu les professionnels de santé des établissements scolaires de toute cette région-là, pour les former à être à l'écoute et à pouvoir parler et aborder les sujets de la mort avec leurs élèves. On a fait ça pendant 3 années, sur 8 cycles, je crois. La personne qui était à la tête de l'inspecteur d'académie qui était là à ce moment-là a changé de poste. Et puis, la personne qui a suivi n'a pas voulu remettre ces formations en place. Donc, tout a été arrêté. Tout dépend, en fait, de la personne qui est à la tête de l'académie. Tu peux rappeler la phrase de cet inspecteur général de l'éducation nationale que vous aviez été rencontré? Non. Qui disait, après avoir écouté, c'est Caroline Tête qui me racontait ça, après avoir écouté tout le bel argumentaire pour dire qu'il fallait parler de la mort à l'école, et qui n'a rien trouvé de mieux à dire que la mort n'est pas au programme.
Non, moi je voulais juste rebondir sur l'intérêt. Oui. Moi je suis donc Nicole Jalmalf Compiègne. Je voulais juste rebondir sur l'intervention qui a eu lieu tout à l'heure à propos de l'accompagnement, enfin du bénévolat accompagnement pris en charge par une entreprise. Parce qu'il y a quand même une petite différence entre le bénévolat et l'accompagnement. Et ça, je crois que ça vaut la peine d'être souligné. Et quand vous parlez du bénévolat qui peut être source de proposition, eh bien voilà, c'est-à-dire que le bénévolat peut ouvrir la voie à l'accompagnement qui, lui, fait partie donc de la prise en charge, de la prise de conscience du citoyen dans la société et qui doit donc accompagner parce que c'est une mission. Voilà. Et donc que cette mission soit prise en charge par les entreprises, parce que c'est quelque chose qui nous concerne en tant que citoyens, ça c'est vraiment intéressant, parce que ça dépasse le cadre du bénévolat. Mais c'est le bénévolat qui a ouvert la voie et qui a initié, en quelque sorte, qui a donné l'impulsion. Et je crois que c'est là aussi qu'on peut souligner le rôle du bénévole, peut-être justement par des témoignages qui incitent à ouvrir à un accompagnement plus large. Voilà. Merci. Je voudrais dire qu'on est bien sévère vis-à-vis des jeunes. Dans toutes les villes, il y a surtout là où il y a des campus, des étudiants, ils vont volontairement, et c'est une association, je ne sais pas si elle existe sur les autres villes, je ne me suis pas présentée, Jalmaf Poitiers, une association Mona Lisa, qui s'occupe, donc c'est une association qui accueille des jeunes, étudiants ou pas, mais il y a beaucoup d'étudiants, pour aller voir les personnes âgées. Et je trouve que dans les différents quartiers, il y a des groupes qui ont donné leur nom et qui vont régulièrement voir telle ou telle personne à domicile. Et ils se regroupent, ils sont revus, on ne dirait pas en groupe de parole, mais avec une personne responsable pour reparler éventuellement des difficultés qu'ils auraient eues ou de la situation, ou pas, ou au contraire la joie qu'ils ont eue à me rencontrer. Donc en fait, je veux dire que les jeunes, ils sont généreux, ils ont et je rejoins, ils ont une soif effectivement d'éthique, et la question du sens revient. Et puis, j'en profite pour remercier la fédération qui aide des associations à rechercher les bénévoles. Il se trouve qu'à Poitiers, donc, les bénévoles qui sont venus, ce sont des jeunes qui vont sur Internet, qui ont entendu parler que l'association Jalmaf recherchait des bénévoles. Et en fait, ces jeunes, donc je les ai rencontrés, 9. Eh bien, ils ont entre 20 et 30 ans, 40 ans, une peut-être. Et en fait, ils ne viennent pas comme certaines bénévoles viennent pour une demande d'accompagnement, mais là, plus pour dire, on est en recherche. On a compris sur le site que vous pouviez nous aider à réfléchir, etc. Ils se posent des vraies questions sur la vie, sur la naissance, sur la mort, sur la vie en général. Et du coup, moi je me suis dit, nous qui sommes des vieux, beaucoup de bénévoles qui sont dans l'association depuis longtemps et qui veulent un peu renouveler, puisque bon, il y a des personnes qui vieillissent, d'autres sont malades, etc. Comme toutes les associations. Et je me dis que ces jeunes, eh bien, Jalmaf, c'est aussi, comme vous l'avez dit, pour transmettre certaines valeurs. Et puis, c'est pas grave si ils accompagnent pas, mais ils repartent dans la vie, peut-être justement avec une certaine,
des questionnements et s'habituer à se questionner en permanence d'ailleurs sur. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve que, il y a longtemps que j'ai cette idée. Je suis pas gênée quand des bénévoles qui viennent pour réfléchir, pour cheminer avec nous, n'accompagnent pas. Je me dis, mais elles ont passé ce temps avec nous, en réflexion, et ça c'est important. Elles vont vivre avec leur famille, dans les quartiers, avec les voisins. Et est-ce que c'est pas ça aussi, la vraie vie, être dans la vraie vie, là où on vit dans tous les jours. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, je mélange un peu les choses. Je n'ai pas cette capacité à synthétiser comme monsieur Châtel. Voilà. Alors, moi, ça m'évoque deux choses, ce que vous dites. La première, c'est un propos de sociologue, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, c'est l'histoire du don et du contre-don, qui a été théorisée par un sociologue qui s'appelait Marcel Mauss en 1925, et en fait qui dit beaucoup plus que le don et contre-don, qui dit que ce qu'on donne est reçu, acquis par la personne, qui va être transformé, qui va ensuite s'inscrire dans un tissu social où elle va rendre, mais pas forcément rendre à la personne qui lui a donné. Et donc, ça crée de la circulation, et donc c'est ça qui crée le lien social. Donc, c'est le fait de donner. En revanche, quand on donne pour recevoir, là, on ferme complètement le dispositif et on empêche cette circulation. Donc, je trouve que nos associations s'enorgueillissent, même si ça leur coûte un peu, d'aller former des gens qui ne deviennent pas forcément bénévoles par la suite, mais elles contribuent à une réflexion, à un éclairage, à une manière de regarder le monde et les gens différentes. Et sans doute que ça circule et que ça revient par des bénévoles qui vont vouloir devenir bénévoles parce qu'ils ont entendu parler par leurs voisins ou que sais-je. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est qu'on a beaucoup parlé des jeunes. Ne sous-estimons pas les besoins énormes, tu en as parlé, du monde soignant aujourd'hui, qui est en souffrance, hein, et on le sait, on le mesure, et qui est en souffrance, pas simplement d'être épuisé pour avoir travaillé intensément. Moi, j'étais avec une infirmière avant-hier qui me disait « Mais moi, j'ai adoré cette période Covid, j'ai été épuisé. C'est pas la même chose d'être fatigué et d'être en souffrance. Je suis fatigué. Mais ne me dites pas que je me suis sacrifié, parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose qui m'a nourri en termes de sens. Simplement, aidez-moi à être un peu moins fatigué. » Et je pense que nous pouvons, en tant que bénévoles, avec l'expérience, la compétence que nous avons autour de l'écoute, autour de l'accompagnement, aider les soignants, non seulement les écoutants, mais peut-être même les former à, ben oui, mais même quand on n'a pas 1 heure ou 2 heures, comme c'est le cas des bénévoles devant soi, eh ben on peut quand même écouter, on peut quand même accompagner, même si on n'a que 3 minutes. Et je pense que les soignants tireraient un réel profit de pouvoir s'inscrire dans nos formations. Et là où ça se produit, moi je trouve qu'en plus c'est extrêmement bénéfique pour les bénévoles d'avoir des formations conjointes avec les soignants. Donc nous pouvons imaginer, je connais plusieurs associations qui l'ont fait, c'est une démarche, mais on n'est pas obligé de tous la suivre, de se faire reconnaître comme organisme de formation pour pouvoir rentrer dans les établissements et ainsi de suite. Mais même sans aller jusque-là, on peut trouver des moments informels pour permettre aux soignants de venir se former. Et je pense que ça, c'est aussi une de nos missions d'accompagnement. On n'accompagne pas que les patients, on accompagne également les familles, on accompagne également les soignants. Et en ce moment, je pense que c'est particulièrement une piste à explorer. Enfin, vous parlez d'organismes de formation, parce que Jalmave, ça reste des formations ouvertes grand public. Enfin, parce que être un organisme de formation, il faut être agréé maintenant Calliope, Datadoc. C'est très lourd, c'est des structures très très lourdes, c'est très payant, enfin c'est très cher. Du coup, je me demande si Jalmave peut s'inscrire dans ces organismes pour avoir... en fait, c'est des certifications Calliope et Datadoc ils sont certifiés et après, ils peuvent ouvrir à tout public, à des salariés de l'entreprise, à des institutions. Mais ça coûte très, très cher. Oui, oui. Alors moi, je connais des associations qui ont fait cet effort. C'est effectivement très complexe. Je connais d'autres associations qui mettent des bénévoles à disposition d'organismes qui sont déjà certifiés Calliope et qui vont du coup pouvoir proposer des modules de formation à l'accompagnement pour des professionnels de santé. Et ça, c'est beaucoup plus facile à réaliser du coup. Micro, c'est enregistré. Oui, on vient de créer une fédération départementale sur les Hautes-Alpes
Et c'est l'artifice, c'est pas un artifice, mais qu'on va choisir et qu'on met en place pour pas mettre en étude une certification qui coûte une blinde, qui est très compliquée à avoir. On demande l'âge du capitaine, à quel âge on a fait pipi. Enfin, c'est un truc abominable. Mais par contre, ceux qui l'ont déjà, et il y a effectivement les IFSI, par exemple, c'est comme ça, et on est en rapport avec eux pour pouvoir rentrer par ce biais-là dans le processus de formation soignants, étudiants et bénévoles. Voilà. Juste deux remarques. D'une part sur la question des jeunes, sous forme aussi d'un témoignage. Quand j'avais une vingtaine d'années, voilà, 25 ans, on va dire, il y a un moment. Donc c'était les années 90, c'était le SIDA, c'était AID, en l'occurrence. C'était pas une association de soins palliatifs, mais quand même, ce qu'on y faisait, c'est ressembler beaucoup hein, à cette époque-là. Et on était majoritairement, je vais dire, des jeunes de 20-30 ans. Et voilà, j'ai jamais... Alors, il y a le filtre de la sélection de qui on prend ou pas comme bénévole. Mais en tout cas, ça a plutôt grandi, enrichi les gens qui sont bénévoles, qui avaient 20-30 ans. Mais ça n'en a en tout cas cassé aucun dans les années qui ont suivi. On va me dire que ce que je suis aujourd'hui, oui, il y a la fac, oui, il y a les formations théoriques, mais ces formations à cette époque-là d'accompagnement, comme on fait beaucoup dans les associations de soins palliatifs maintenant, c'est quelque chose qui a beaucoup porté ma pratique actuelle. Donc c'est vraiment c'est remettre une couche sur l'intérêt d'ouvrir aux jeunes. Et puis on parlait aussi d'autres formes de bénévolat à développer. Là aussi, je le ferai peut-être aussi sous forme de 2 témoignages par le biais de l'association Aide. Il y avait ce qu'on appelait SIDA Info Service à une époque, où il y avait toute une dimension d'information, en particulier sur les permanences du soir. Il y avait quand même des gros moments de soutien, d'accompagnement sur des coups de fil qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures. Donc des accompagnements, voilà, on va dire, différents de celui au lit du patient, mais qui avaient tout leur sens et qui... et oui, c'est une façon d'approche différente, mais qui peut être vraiment utile pour des patients qui vont être mal justement le soir, et c'est là qu'ils vont avoir envie de parler, ou qui n'ont pas envie de parler de quelqu'un en direct, et quelquefois vraiment de parler de quelqu'un qui est au bout du fil, mais on ne sait même pas à quoi il ressemble. Ça peut être un réel soutien. Donc ça, c'est la question du soutien téléphonique. Et l'autre chose aussi, plus en témoignage en termes de professionnels, j'étais très réticent sur la question des vidéoconsultations en tant que professionnel de santé, mais je vais perdre l'examen clinique, je vais perdre une partie de du non-verbal dans ce qui va se vivre avec le patient. Finalement, après coup, c'est différent, soit, mais il y a d'autres choses qui s'y vivent aussi avec les patients. Et puis, j'ai envie de dire, ça permet aussi de toucher d'autres personnes. Là, c'est plus finalement par ici, là sur la Haute-Savoie, où on est sur le sud du semi-rural, de pouvoir toucher les gens qui sont à 50 bornes et qu'on ne va pas faire venir en consultation pour un accompagnement où ils n'auront pas forcément accès à un bénévole, hein, parce que s'ils sont à Vacheresse, là-bas en Haute-Savoie, est-ce que les bénévoles de Thonon, par exemple, vont pouvoir aller aussi loin? Voilà, ça permet de toucher aussi un autre public auquel on n'a pas forcément accès et à qui on peut rendre vraiment un service. Il y a une question tout au fond, là-bas. En attendant, ça me fait réagir parce que, savez-vous quand a été créé le service SOS Amitié, service téléphonique? 1960, exactement. Il y a 60 ans. Et donc, depuis 60 ans, aujourd'hui, SOS Amitié, c'est 700 000 appels par an. Donc, c'est considérable. Et il y a des capacités d'accompagnement, d'écoute de la détresse la plus intense qui se font à distance. Alors, le téléphone, très bien. On parlait un tout petit peu du digital tout à l'heure. Le digital, ça offre aussi un premier avantage, c'est que quelqu'un qui est à Évian peut imaginer accompagner quelqu'un qui est à Carcassonne. Il n'y a pas de distance.
D'accord. On n'est pas limité à son bassin géographique. Ça offre un deuxième avantage qu'on a essayé de mettre en place avec Mieux traverser le deuil, mais c'était encore peut-être trop novateur, c'est que vous pouvez faire des accompagnements la nuit en demandant à des Québécois d'être en ligne. Ouais. Et inversement. Donc on peut s'affranchir aussi des plages horaires, voyez. Et vous pouvez du coup être en capacité. Alors, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est pas alternatif, c'est cumulatif. Vous pouvez avoir vos accompagnements dans vos associations et en plus, cette facilité qui est offerte de pouvoir avoir quand même à toute heure du jour et de la nuit quelqu'un qui est capable d'interagir avec vous et d'être là dans les grands moments de détresse. Si je puis me permettre, s'il vous plaît, de parler de SOS Amitié, parce que appartenant à Jalmave, il s'avère également, je suis écoutant à SOS Amitié. Il est vrai que j'ai démarré SOS Amitié en 82. Après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Je suis revenu. Et il est vrai que maintenant, tel que le système est instauré, il s'avère que nous avons de toute la France des appels maintenant où il y a également des appels des gens en EHPAD, des souffrances. Et surtout maintenant, il y a beaucoup plus d'appels de jeunes. Et que ce soit appel téléphonique ou par chat, ou effectivement, voilà. Donc, c'est une réalité. Voilà. Je tenais à le préciser parce que c'est une association qui me tient beaucoup à cœur également. Bonsoir. Si, ça marche, là, vous m'entendez? Donc, Sandrine Cassard, Jalmave Val d'Oise. Donc il faut que vous vous rapprochiez, je pense. C'est peut-être que la base du micro est... Il faut que je... en plus, il faut que je me lève. Mais sinon, vous parlez fort. Hein. Vous m'entendez? Oui. Ça va mieux. Donc bonsoir, Sandrine Cassard de l'association Jalmave Val d'Oise dans le 95. Bien devant la bouche le micro, parce que nous, on est loin, pardon. Jalmave, donc 95, Sandrine Cassard. Donc là, on représente un petit groupe de 5-6 personnes tout fraîchement recrutées depuis à peine 6 mois, dans une tranche d'âge, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, on va dire un petit peu plus jeune, entre 40 et 50 ans. Et donc, j'avais quelques petites remarques par rapport à vos interventions qu'on a trouvées extrêmement enrichissantes. Alors, une petite remarque personnelle concernant le recrutement. Donc, d'un point de vue... alors là, je parlerai plus au niveau de Jalmave, la fédération. On a tout un parcours différent, mais on a un point commun, c'est que lors de notre formation, on nous a interrogés sur la manière dont... Pourquoi on s'est adressé à Jalmave. Et on a ce point commun, c'est qu'aucune de nous n'a eu connaissance d'une publicité ou d'une campagne de recrutement. Alors évidemment, ce que je dis, c'est constructif, hein, c'est une critique constructive. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je soumets cette demande, c'est d'investir au niveau de la fédération sur un budget de campagne de recrutement, tout simplement. Mais ça fait sourire, mais moi, j'ai été tapotée sur mon ordinateur pour savoir s'il existait déjà ce genre d'association, et je vous ai quand même trouvé par hasard. Mais j'ai fait cette démarche active. Je n'ai jamais... Pourtant, je suis sur les réseaux sociaux, malgré que j'ai 48 ans. En plus, je fais partie d'un service marketing, donc le digital, je connais, et vous n'êtes pas présent. Et je trouve ça dommage. De même, quand il y a des campagnes ou alors, il y a une présence, mais elle n'est pas suffisante, puisqu'on est quand même... on a participé, pour certains d'entre nous, à une formation où on a été rattaché à Jalmave Paris. Donc, on était quand même un groupe de plus de 20 personnes. Et je peux vous dire que sur les 20 personnes, on était tous dans le même cas. On vous a trouvé par une démarche personnelle. Ce n'est pas vous qui êtes venus à nous. Donc là, il y a quand même un problème. Enfin, clairement, il faut trouver une solution. Nous, on est en train de réfléchir, hein, Jalmave Val d'Oise, de mettre un petit peu d'argent sur une petite campagne qu'on ferait avec nos moyens, hein, sur Facebook, mais voilà, de mettre un petit budget pour faire ces campagnes-là. Mais je pense que ce serait quand même plus fructueux si ça venait de la fédération au niveau national. Ça, c'était juste une aparté. Après, aussi, sur les pubs, les campagnes de recrutement, il faut peut-être être
un peu plus impactant, je dirais, si on veut attirer les jeunes, c'est peut-être un discours qui soit un peu plus percutant. Et là, je regrette de dire, c'est pas percutant. Enfin, je suis pas professeur de marketing, mais je dis pour essayer aussi de faire justement rebondir. Et peut-être que justement, pour stimuler les discussions et faire évoluer les esprits, mais effectivement, il faut avoir un discours comme en pub. Il faut faire réagir. Et je pense que là, c'est encore un peu plat. Donc ça, voilà, je termine là-dessus. Je suis un peu crue, je suis désolée, mais j'apporte juste mon expérience toute fraîche. Et c'est un constat, c'est juste, voilà, c'est juste pour faire évoluer, faire réfléchir sur comment changer un petit peu l'axe de communication pour attirer des gens un peu plus jeunes. Parce que comme vous l'avez dit, la mort fait peur. Même sur une génération comme la mienne, pas forcément 20-30 ans, mais 40-50, ça fait peur parce qu'on commence à être dans une phase de notre vie où la maladie commence à apparaître. Donc à chaque tranche d'âge, il y a une peur de la mort qui est une évidence et une réalité. Et aujourd'hui, il faut capter les gens sur, comme vous l'avez si bien dit, sur d'autres axes de communication. Et comme vous l'avez dit, apporter de la joie, montrer qu'effectivement, voilà, on peut avoir 30 ans et s'éclater dans ce bénévolat. Parce que nous, c'est le cas, on est un petit groupe et je peux vous dire qu'on s'est liés d'amitié. Et quand on sort de nos services d'oncologie, de soins palliatifs ou d'EHPAD, et alors forcément, parfois on est bouleversé, surtout que nous, c'est nos premières rencontres, donc c'est pas évident. Donc, mais on peut y trouver de la joie. Ça, c'est une chose. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la formation, Monsieur Châtel, que je partage totalement, et qui, quand on est arrivé en formation, on a été pour beaucoup rassurés, d'être encadré et de ne pas être lâché comme ça sur le terrain. Donc ça, c'était très important et je remercie notre association d'avoir organisé toutes ces formations. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'issue de cette formation, quand on nous a expliqué qu'il fallait aller sur le terrain et qu'il fallait respecter certaines règles, etc., s'inscrire dans une journée particulière, avoir un tuteur, rentrer dans la chambre avec quelqu'un d'EHPAD. Pour certaines d'entre nous, pas toutes. Là, on a fait 2 pas en arrière. On s'est dit, mais attendez, quand même, c'est pas très souple. Et nous, on a envie aussi d'avoir notre propre expérience, de garder notre personnalité et de ne pas être forcément... Je dis bien pour certaines, parce que d'autres ont bien signifié qu'elles voulaient être accompagnées. Donc, on respecte. Mais il y en a d'autres dont je fais partie d'ailleurs, où on a dit, nous, on veut y aller toute seule. Parce qu'on veut faire nos erreurs pour progresser. En revanche, la formation, après les accompagnements, elle est fondamentale. C'est-à-dire que là, nous, on a débuté toutes, que ce soit en EHPAD ou en secteur hospitalier. La moitié n'a pas été accompagnée, mais je peux vous dire que la discussion et l'accompagnement qu'on a, mais juste après la sortie de chambre avec notre responsable d'équipe, elle est fondamentale et suffisante. Je vais devoir vous arrêter parce qu'on vient de se rendre compte qu'on a déjà dépassé le temps. Mais voilà, je voulais juste... J'ai 2 choses très rapides à dire par rapport à ce que vous dites. La première chose, c'est que les bénévoles ne sont pas des bénévoles. Ils sont en plus de ce qu'ils sont. Ils sont en plus bénévoles. Ça veut dire que chaque bénévole a une expérience, souvent une compétence professionnelle acquise antérieurement ou en cours d'être acquise. Ça veut dire que les bénévoles devraient mobiliser leurs talents pour aider au développement des associations. Donc si vous avez des talents en matière de marketing, bienvenue, allez-y, proposez. Parce que sinon, ça veut dire qu'on s'appuie sur des gens qu'on va mandater pour faire de la communication, mais ce n'est pas forcément des professionnels de la communication. Donc dans les salles, dans les associations de bénévoles, il y a plein de gens qui savent faire plein de trucs. Et on ne prend jamais assez le temps de leur demander ce qu'ils savent faire. On va toujours les ramener au rôle du bénévole. Point. Donc, libérons les énergies. La deuxième chose, et ça va être aussi rapide, c'est de dire qu'il
Les programmes de formation ont été construits comme étant du prêt-à-porter, et en fait, il faudrait maintenant être capable de les construire comme étant du sur-mesure. Voilà. Et s'il y a des gens qui ont tel profil, eh bien, peut-être qu'on peut arriver à ajuster. On est dans une époque où on ne va plus pouvoir avoir des normes, des procédures, des canons. Il va falloir être capable d'être un peu agile, et les entreprises doivent être agiles, mais les associations aussi, et peut-être que ça sera plus simple pour les associations de l'être. Voilà. S'il vous plaît, je suis Marie-Rose, je fais partie du conseil d'administration de la fédération. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la campagne de recrutement. Ça fait 3 ans qu'on est en pleine campagne de recrutement, en lien avec toutes les associations locales qui ont eu des outils, qui ont été informées, qui elles-mêmes devaient faire appel sur place aux médias, etc., etc. Donc, et on a investi beaucoup d'argent là-dedans. On a eu des vignettes, des liens pour Facebook, pour communiquer par les radios, etc. Donc, voyez avec votre association locale, mais normalement, des choses ont été mises en place. Je voulais juste rectifier ça, parce que ce n'est pas vrai qu'on ne fait rien. Oui, oui. On va prendre une dernière question et puis clôturer. C'est comme chez le médecin, vous vous dites, si je pars pas en ayant dit ça, je risque de rester avec. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie Sinon, vous avez encore 2 jours pour poser les bonnes questions. Le mot de la fin, sinon. Le mot de la fin, la conclusion, en 3 mots. Bon, on s'arrête là. Hein. Oui, et puis il fait chaud. Hein. Merci, on va aller prendre l'air. Merci à tous pour cette belle soirée. Et donc, rendez-vous demain à 9h.